Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. Aujourd'hui, c'est une rubrique Humana qui s'ouvre. Humana, c'est un événement qui a lieu tous les 2 mois au Cook & Book sur un thème précis. On a chaque fois un invité qu'on reçoit à notre micro chez Transforma Bruxelles ici à Evere. Et cet invité se présente et puis vous le retrouvez dans nos soirées pour animer le thème en question. Et on rappelle aussi que les soirées Humana, on les doit grâce à Estelle Mantior et Lauriane que je salue toutes les deux. Alors j'ai Reggie comme invité. J'ai une question classique pour présenter mes invités, Reggie. C'est de ton rêve d'adolescent à ce jour, que s'est-il passé? Et puis la clé de la question, c'est est-ce que tu es aligné? Un rêve d'adolescent. J'ai espéré pouvoir avoir un job international dans lequel je pouvais rencontrer des multitudes de cultures, de profils, de types d'organisations et en même temps nourrir ma famille avec ce job. Donc de ce point de vue-là, je l'ai réalisé. Et je reconnais que j'ai bien de la chance d'avoir pu le faire ces 20 dernières années parce que je serais beaucoup plus embêté aujourd'hui avec le conflit que j'aurais personnel avec la problématique climatique, prendre ces avions comme je l'ai fait. J'étais à l'époque sans conscience ou sans souciance. Et donc aujourd'hui, je crois que j'aurais un vrai problème personnel avec ça. Dans ma vie professionnelle, j'ai été avocat, juriste de formation. J'ai travaillé dans un grand cabinet qui s'appelle Allan & Overy, qui est un grand cabinet international dans lequel j'ai fait la dimension droit du travail dans des fusions, des acquisitions, des transformations d'entreprises. Et j'ai connu à l'époque, j'étais donc jeune, sans expérience business, une bizarrerie. C'est que je rencontrais des managers qui étaient mes clients, que je trouvais vachement sympas. Après ça, quand je rencontrais les syndicats et les employés, j'avais une image très désobligeante de ces managers. Des mêmes personnes. Oui. Cette dichotomie entre d'un côté des gens bienveillants. Une image en fait en soi. Ce que je ressentais, en tout cas des gens que je rencontrais, qui étaient de bonne volonté. Et d'ailleurs, c'est reconnu par la recherche scientifique que les managers sont statistiquement, dans la grande majorité, bienveillants. Ils essayent de bien faire. La réalité, c'est qu'ils n'y parviennent pas. Résultat des courses, on voit les courbes d'engagement aujourd'hui en Europe et dans le monde entier qui sont catastrophiques. Donc les pratiques de management ne sont pas du tout au rendez-vous. On a d'un côté plein de victimes, mais de l'autre côté, pas de bourreaux. Et moi, ayant grandi après quelques années dans le monde des transformations d'entreprise, dans le droit du travail au barreau, j'ai quitté le bureau d'avocat pour rejoindre mes clients. J'ai travaillé dans des très grands groupes comme Procter & Gamble, comme Xerox, comme France Télécom, Orange et d'autres groupes comme cela. J'ai vécu une carrière qui m'a rapproché des ressources humaines. Je suis devenu responsable des ressources humaines. Parmi mes meilleures expériences, c'était Orange Belgique, qui s'appelait Mobistar à l'époque, où on est passé de 0 à 1800 personnes en 18 mois. J'ai découvert là une explosion dans un monde qui est en fait prémonitoire, puisqu'on était dans les années 95, 95, et à l'époque, il n'y avait pas de technologie, il n'y avait pas de start-up, il n'y avait pas de guerre des talents en général. Tandis que dans le métier de la mobilophonie, c'était un business qui avait été jusque-là noyauté par l'État, donc c'était la libéralisation des télécoms. Donc on s'est trouvé les tout premiers sur le marché, avec une croissance exponentielle, puisqu'il fallait recruter un monde pas possible, dans une période pas possible. Et mon CEO d'aujourd'hui me dit, quand il me présente, il dit « Reggie est le DRH qui a commis le plus grand nombre d'erreurs sur la période la plus courte ». Et je trouve que c'est pas mal vu parce que toute l'expérience que j'ai accumulée, après ça, je suis devenu patron des ressources humaines à l'international, j'ai vécu pendant 15 ans un peu partout dans le monde. Je suis revenu il y a une quinzaine d'années avec un rêve qui n'était pas celui que j'avais quand j'avais 15 ans, parce que j'avais réalisé mon rêve de mes 15 ans, c'est-à-dire avoir un job international. Voilà, on y est. Mais qui était un rêve, après cette expérience du monde du travail, c'était d'amener des modèles. J'enseigne depuis 20 ans à l'Université de Bruxelles, à l'école de commerce Solvay, le leadership, les ressources humaines. Et mon rêve, c'est d'amener plus d'équité dans la gestion des ressources humaines. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui, en fait, puisque la question de l'équité, c'est pas seulement la rémunération, mais c'est aussi la rémunération. Et c'est pour ça que je suppose qu'on est ensemble aujourd'hui. Exactement. On va un peu expliquer la genèse et ce qui t'a conduit à développer ce thème avec nous au Cook & Book le 5 décembre prochain. Cette soirée-là, on va la consacrer au côté pratico-pratique, que les gens repartent avec un apprentissage aussi, de donner des éléments clés sur l'histoire derrière, sur des choses plus sympas. Et c'est ce qu'on a envie de faire aujourd'hui avec toi. Un peu d'expliquer le contexte et de donner envie aussi aux gens de nous rejoindre. Je vais quand même te demander comment est-ce que tu en es arrivé à conceptualiser le People Model Canva, puisque c'est de ça dont on va aussi parler. Ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas le Business Model Canva, je vous encourage à le searcher sur le web. Ce sont 2 chercheurs, professeurs d'université à l'Université de Lausanne. Ils ont
imaginer un moyen d'aider les entrepreneurs à lancer leur business model au travers d'un modèle standardisé, simplifié. Jusqu'en 2012, ça c'est hallucinant, dans le monde entier, des entreprises étaient créées depuis qu'on imagine la création des entreprises, en suivant chaque fois des modèles personnels. Chaque manager, chaque entrepreneur, chaque consultant avait ses propres lignes directrices. Ils ont travaillé pendant plusieurs années pour concevoir un modèle systémique, au travers duquel n'importe qui suit leur modèle. Ça s'appelle Business Model Canvas. La logique, tout le monde parle de la même chose et part du même point. Et en travaillant sur cette modélisation du business model, ils ont simplifié l'accès à la création d'entreprise. Et quand j'ai suivi ce cours avec Olivier Whitmer, qui est un de mes amis et collègues à l'ULB, ça m'a ouvert les yeux. C'est le gros problème de la RH. On n'a pas de démarche systémique. Dans RH, on est les spécialistes de créer des modèles et des processus et des solutions et des principes au cas par cas, au fur et à mesure que les problèmes se posent, ce qui fait qu'on a une espèce de patchwork de process, de pratiques, de processus qui sont déconnectés les uns des autres et qui rendent la RH très difficile à digérer et en tout cas pour beaucoup illisible, voire même inconsistante et même non équitable. Et donc moi j'ai suivi cette démarche et j'ai essayé de créer un modèle systémique avec un langage commun pour aider les ressources humaines dans leurs pratiques quotidiennes. Ça, c'est le People Model Canvas. C'est ça que je voulais mettre en avant, c'est cette approche vers les ressources humaines. Historiquement, les entreprises, on aura quand même parlé d'agilité assez rapidement. Il y a aussi l'approche Lean, des choses comme ça existaient quand même déjà. Est-ce qu'il y a malgré tout pas quand même des indices qui pouvaient les aider sans pour autant directement en arriver à ça? Alors, sans aucun doute, puisque je n'ai rien inventé, moi. Ma démarche, elle a été qu'au cours de mes 25 ans de carrière professionnelle et dans des entreprises de premier plan, avec accès heureusement à des consultants, des pratiques, et puis comme enseignant avec beaucoup de recherches sur le sujet, j'ai observé que pour faire bien de la RH, il ne faut pas 36 dimensions. Il en faut 7. C'est d'ailleurs le nom de la société qu'on a créée après ça, qui s'appelle Q7 Leader. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a 7 quêtes qu'on doit avoir en RH. On doit partir du rôle. Le rôle, c'est-à-dire les attentes que j'ai par rapport à un rôle. Ensuite, je peux mettre la personne dans ce rôle au niveau de ses compétences, de sa performance, de son potentiel, de ses visions, sa vision et ses valeurs, et d'autres dimensions, il y en a 7 au total, la rémunération étant une des 7 d'ailleurs. Et quand on les combine correctement, on aide le manager à objectiver son regard sur le collaborateur. Qu'est-ce qu'on fait ? On met la subjectivité du manager dans des boîtes, qui évite que la subjectivité du manager se traduise dans la subjectivité de la lecture du collaborateur. Maintenant, avec un People Model Canvas, n'importe quel collaborateur sera lu au travers d'un modèle systémique avec un langage commun. J'aurai un point de départ qui est la condition essentielle pour l'équité au travail, puisqu'il faut que tout le monde soit calibré d'une manière comparable pour pouvoir réagir là-dessus de manière objective et de manière équitable. Une notion qui est très importante et que j'essaie de souvent faire remonter quand j'entends des gens qui me parlent de modèles, de situations, comme par exemple un processus de recrutement où on prend les compétences de quelqu'un, un package de compétences de quelqu'un, c'est la notion de temps. Les compétences des gens évoluent. Les entreprises focus sur le soft skill plutôt que le hard skill parce que le hard skill, on peut relativement vite l'apprendre. Le soft skill, ce sont des comportements ancrés qu'il faut changer, qui prennent du temps à changer, il faut une prise de conscience, il faut avoir l'envie de changer, il faut mettre en pratique le changement et le rendre pérenne. Je me dis, est-ce que ces modèles, ces 7 aspects prennent compte de la considération d'évolution dans le temps ? Alors non seulement ils en tiennent compte, mais en plus c'est le cœur de la pensée. Comme toutes ces démarches, ces connaissances, en fait la compétence c'est 3 choses. C'est du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Ces ingrédients vont être constamment mis à mal, surtout dans un monde VUCA comme celui d'aujourd'hui qui va de plus en plus vite. Ça veut dire qu'en quelques mois, des compétences peuvent être obsolètes. Donc le principe, c'est comment mettre en place une mécanique qui garantisse que, au moins dans notre cas, c'est 2 fois par an, ce soit rescanné, ça fasse partie du cœur de l'activité du manager. C'est du competence management. C'est un des grands ingrédients, si tu veux. La clé de la compétence, c'est que c'est la principale richesse des entreprises. On entend souvent « les gens sont la principale richesse de l'entreprise ». Non, les gens sont la principale richesse de leur famille. Mes enfants sont ma principale richesse. Mais moi, en tant qu'employé, si je n'ai pas de compétences, je ne suis pas la richesse de mon entreprise. C'est pour ça que Wall Street voit le prix des actions augmenter quand on licencie des gens, parce qu'elle part de l'hypothèse qu'on licencie des gens dont le coût est plus élevé que le retour sur investissement. Donc en fait, la clé de voûte du succès d'une organisation, c'est la gestion des compétences. Mais au XXIe siècle, comme ce monde va tellement vite, ça prend presque la place de la gestion de la performance. Parce que, en fait, aujourd'hui,
Si je gère correctement les compétences des collaborateurs, leur savoir, savoir-faire, savoir-être, je vais de facto être en train de piloter la performance, ce qui est infiniment plus agréable pour et le manager et le collaborateur, puisque maintenant, je n'ai plus qu'à m'intéresser à comment tu as évolué dans tes compétences depuis les 6 derniers mois. Et en faisant ça, je te prends des plans d'action qui vont t'aider à être plus performant. Les jeunes, il n'y a pas que le salaire qui compte comme une certaine époque. Il y a une génération qui vous dira « moi je veux du sens à mon travail ». Quand on prend un modèle, est-ce qu'un modèle est capable d'englober aussi les différentes générations, l'évolution des générations et limite, tu ne sais peut-être pas anticiper non plus. La réponse est qui peut le plus, peut le moins. Si tu reviens aujourd'hui aux attentes des nouvelles générations, quête de sens, équilibre vie privée, vie professionnelle, Absolument. Équité, développement, ils sont très en recherche de développement. Et je parle de ça parce qu'il y a forcément un lien avec le sujet qu'on aura le 5 décembre. On parle de salaire. Oui. Et dans la discussion du salaire, ces éléments viennent. C'est en tout cas ce pourquoi tu es prêt à payer en tant qu'entrepreneur. Tu veux que tes collaborateurs créent de la valeur. Ils vont la créer au travers de quoi ? Des compétences qu'ils savent utiliser, Voilà. qui sont les plus relevantes, etc. Donc je te laisse reprendre sur l'explication de la jeune génération qui a d'autres attentes. Oui, c'est-à-dire que ces attentes que je viens de décrire, quête de sens, c'est beaucoup plus compliqué à gérer que des gars qui étaient comme moi, prêts à aller travailler rien que parce qu'on leur donnait un boulot. Si tu arrives à gérer ces besoins de sens, de développement personnel, d'équité et d'inclusion, si tu arrives à résoudre ça par ton modèle, tu vas de facto résoudre celui des générations qui précèdent. Naturellement, ça, j'ai pas dû attendre d'avoir 60 ans pour être moi-même très sensible à cette notion d'engagement au travail. L'engagement au travail, il est raisonnablement facile à atteindre si on a compris ses clés. Il y a 4 clés. C'est les attentes claires, le feedback continu, le support et la reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est, entre autres, merci et bonne rémunération. Donc cette équité au travail, il y a des études très intéressantes qui mettent la reconnaissance en 1. C'est prouvé d'ailleurs que la première cause de désengagement des collaborateurs, c'est le sentiment de ne pas être traité avec équité. L'équité allant bien au-delà de la rémunération, mais évidemment, c'est Gallup qui dit ça, en allant dans cette direction, si je travaille sur l'équité, j'ai la formule complète de l'engagement au travail. Compétence fois engagement plus équité. J'ai entendu Jean-Christophe Conticello de Wemanity parler de son aventure chez Wemanity. Il avait parlé d'avoir fait cette expérience de mettre la transparence des salaires et il s'est retrouvé avec des retours qui étaient assez problématiques. Parce qu'il y avait des naissances de conflits entre les gens. Donc d'un côté, on comprend l'intention, le but et l'objectif, mais d'un autre côté, on est face à de l'humain qui a parfois ses doléances et ses regards. Écoute, c'est tout l'enjeu de la conférence et du workshop qu'on va avoir ensemble. Voilà, donc on va rien dévoiler aujourd'hui. Non, mais on n'aura jamais assez de temps pour pouvoir aborder toute la profondeur du problème. Il y a une expression très importante que j'ai construite avec les années, à laquelle je me réfère tout le temps. Les gens préfèrent gagner moins plutôt que leurs collègues gagnent plus. Ça, c'est la complexité de la règle de la transparence. Si tu veux, il y a une différence entre transparent et être idiot. Si tu n'es pas en mesure d'expliquer pourquoi Jack a 100 et Johanna a 85, d'une manière tellement objective et documentée que même un non-spécialiste comprenne cette différence, alors ne deviens pas transparent parce que tu ne résous pas le problème, tu le crées. Mais ce que nous expliquons dans la vision de l'équité et de la transparence salariale, c'est que c'est une manière de sécuriser la logique, l'objectivité, la transparence, l'universalité et la simplicité que tu dois avoir dans le modèle reward que tu mettras en place. De manière à ce que si je te donne une information, tu sois capable de l'interpréter correctement. Si je ne sais pas faire ça, je ne la donne pas. Donc je ne suis pas du tout, moi, favorable à la notion de transparence salariale à tout va, parce que ça doit faire partie d'une démarche. Et cette démarche, elle remonte au début de notre conversation. La transparence salariale, ce qui est le sujet de notre workshop. Quand on dit il faut payer l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est la législation européenne 2024 sur laquelle toutes les entreprises sont aujourd'hui bien mal prises parce qu'elles ne savent pas comment s'y prendre et elles n'ont pas encore aujourd'hui de solution. On va essayer d'en apporter dans le workshop qu'on va avoir ensemble. Donc en fait, qu'est-ce qu'on doit regarder ? On doit regarder bien plus que la face immergée de la problématique. Transparence, ça n'est que la partie immergée de la problématique. Si tu veux être transparent, tu dois avoir toute une chaîne de valeur sous la ligne de flottaison qui a été correctement calibrée. Et qu'est-ce que le People Model Canvas propose ? De garantir que n'importe qui, syndicat compris, puisse regarder sous la ligne de flottaison sur les fameuses dimensions compétences, performances, potentiel, vision, valeur, tous les ingrédients dont on a besoin de prendre en considération pour pouvoir, une fois que ça c'est bien fait,
montrer la transparence qui va avec. Dans un modèle comme celui que tu proposes, est-ce qu'on a commencé à se poser d'abord la question sur est-ce qu'on ne définirait pas les choses de qu'est-ce qu'on englobe dans le salaire? La question est donc, est-ce qu'on devrait étendre la notion de salaire à des éléments non tangibles, l'ambiance d'équipe, etc. Je ne l'appellerais pas salaire, moi. Je l'appellerais environnement de travail stimulant, par exemple, dans lequel je vais avoir un certain nombre de conditions. Si tu veux mon opinion, la condition première, qui est en fait la mère de toutes les autres, c'est l'équité. Si dans mon organisation, les pratiques de management sont équitables, tout ce que tu cherches, eh bien, tu vas le trouver. Parce que, en tant que manager, si moi, je suis équitable, ça veut dire que j'ai été obligé de t'écouter, de comprendre ton point de vue et celui de l'autre. J'ai été obligé de prendre en considération autre chose que simplement le salaire sonnant et trébuchant, parce que l'équité, ça dit peut-être que pour toi, c'est plus important de pouvoir rentrer plus tôt au travail que pour l'autre, et peut-être que pour toi, c'est un 4/5e qui t'intéresse plus. Tous ces ingrédients-là sont d'une énorme variété, ils sont calibrables, et la question, c'est comment mets-tu en place un écosystème qui soit aussi large que possible pour que tout le monde y retrouve ces ingrédients dont ils ont besoin. Et je vais dire... Et ce sentiment de justice. L'exemple du salaire, c'est un très bon exemple, puisque tu as dans la phrase que j'ai citée « les gens préfèrent gagner moins plutôt que leurs collègues gagnent plus », tu as des études qui ont été faites à Harvard qui montrent que pour certaines personnes, que moi j'ai 80 et que toi tu es 90, ça m'est insupportable. Je préfère avoir 70 et que toi tu es 70 aussi. Donc je préfère gagner moins pour peu que tu gagnes pas plus toi. Ces dysfonctionnements du cerveau humain sont un exemple de la complexité de la quête de l'équité. Donc en fait, tu ne peux de toute façon pas arriver à avoir une bonne appréhension de tous les éléments qui vont compter pour tout le monde universellement pour arriver à une logique salariale qui ait du sens, que ce soit du salaire sonnant et trébuchant ou de la motivation au travail, comme par exemple un environnement de travail sympa, des horaires flexibles, le home working. Tous ces éléments-là, tu vas devoir le mieux que tu peux les mettre en comparaison les uns avec les autres. Et la clé, c'est pas tellement que tu en mettes 1, 10 ou 100, mais c'est que si tu en mets 5 ou 7, tout le monde soit mesuré sur les 5 ou 7. Ça, c'est la clé. Et si tu ne sais pas en mesurer de manière standard, alors ne le prends pas, parce que je ne pourrai pas te garantir l'équité. Je vais simplement te dire, écoute, je comprends que pour toi, ce critère-là soit très important, mais dans notre société, on ne l'a pas pris en compte parce que je n'arrive pas à normaliser une garantie d'équité sur ce sujet. Mon expérience, c'est que quand tu expliques aux gens une situation, ce n'est pas la question de savoir si ça leur plaît ou non. Ça, c'est un autre débat. C'est la question de savoir s'ils comprennent pourquoi elle est là. Et s'ils comprennent, ils ne sont peut-être pas contents, mais ils auront le sentiment de l'équité et c'est suffisant pour être un bon employeur, un best place to work, un best managed company. Tous ces critères-là, on a des clients qui sont dans toutes ces catégories. Leur mise en pratique de leur modèle RH est toujours dans cet acronyme que j'aime bien, LOTUS, c'est-à-dire symbole de sérénité, mais qui tient pour logique, objectif, transparent, pas jusqu'à n'importe quel point, universel et simple. Quand je t'écoute, si je devais faire une métaphore, j'ai un médecin en face de moi qui va soigner le monde des entreprises et aider d'autres médecins RH à aussi soigner les maux des entreprises. Je me dis, mais est-ce qu'on ne devrait pas aussi à un moment donné se poser la question de l'éducation, de ce qu'on a fait par le passé? Parce qu'en fait, cet esprit de non-équité, elle vient de quoi? Tu l'as décrit, elle vient de la mise en concurrence, en compétition, parce que tu dis toi-même, ce qui me rend malade, c'est que l'autre gagne plus. C'est le sentiment de compétition. Et ce sentiment de compétition, il commence sur les bancs de l'école quand on donne des points aux gosses. Ça continue dans l'entreprise quand elle parle de concurrence et qu'on met « il faut faire mieux que le concurrent ». Et je pense que tout ce vocabulaire, ce vocable devrait aussi changer. C'est une parenthèse, mais je trouve qu'elle valait la peine d'être mentionnée. J'aime bien ce que tu dis. Je vais te dire, moi, ça fait 20 ans que j'ai le plaisir d'enseigner à Solvay. Solvay, c'est une école d'ingénieurs. Et je peux te dire que, par exemple, la notion de compétence qui couvre savoir, savoir-faire et savoir-être, on est loin d'être bon dans ces 3 dimensions. On est très bon dans les 2 premières. La combinaison avec la 3e, c'est une école d'ingénieurs comme tous les ingénieurs. On n'est pas très émotionnel sur cette partie-là. Moi, je suis juriste, je me considère comme un ingénieur de la gestion des ressources humaines. J'ai une vision personnelle de mon rêve de ce qu'est la société idéale, mais je reconnais que je ne sais pas, à moi tout seul, modifier les ingrédients. Donc, ce qui m'importe, c'est pas tellement de changer le modèle dans lequel le monde évolue. Ça, c'est une bataille que je ne sais pas mener, que je ne sais pas gagner. En revanche, compte tenu du contexte avec ses faiblesses, comment puis-je faire pour améliorer, arriver aussi près que possible de ce que on appelle en psychologie l'objectivité, ça s'appelle la subjectivité collective. Ça, c'est ma quête pour que quand quelqu'un se trouve dans une situation, je ne sois pas à la merci d'un bonhomme ou d'une bonne femme qui est super subjective et comme on a depuis toujours avec des profils de politiciens qui décident
du fait que tu ne lui plais pas, t'es mauvais. Mais ça, je trouve ça inacceptable. Et notre quête, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire à l'université d'ailleurs, c'est essayer d'amener autant d'objectivation et d'objectivité que possible dans tous les thèmes qu'on aborde. Mon Dieu que ça fait du bien. J'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent dans les écoles, ajouter des cours d'intelligence émotionnelle, je crois que ça fera du bien à tout le monde. Sans aucun doute. La dernière question pour toi, on parle du 5 décembre, on peut nous rejoindre, on s'inscrit sur Eventbrite. Qu'est-ce que tu auras envie de donner comme mot à tous les DRH, patrons d'entreprise ou managers ou leaders qui nous écoutent pour les motiver à nous rejoindre et te rencontrer? Ce que je voudrais faire, c'est faciliter l'intelligence collective. Je pense qu'aujourd'hui, on est à peu près tous les DRH que je rencontre sont à un même degré de non-savoir sur la problématique. On sait qu'il faut aller vers l'égalité, c'est déjà un débat intéressant parce que c'est égalité ou équité, c'est déjà un sujet. Mais on ne sait pas comment on y arrive. Et ce que moi, je considère qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va chercher à mieux documenter la face sous la ligne de flottaison de l'iceberg. Tout ce qui est nécessaire d'avoir compris en dessous de simplement l'égalité des salaires, c'est-à-dire je regarde un chiffre et je vois s'il est égal, c'est pour y arriver un vrai travail systémique, un vrai travail d'alignement sur des concepts et des notions communes. Et j'espère que c'est à ça que je contribuerai quand on sera avec notre groupe de DRH passionnés sur le sujet. Alors, il y a deux choses que je vais te dire encore, c'est que ce jour-là, il y aura mes micros qui seront là pour prendre des feedbacks immédiatement à la fin de la soirée avec les participants, ça peut être sympa. Et dernière chose aussi, c'est que en dessous de chaque podcast, que ce soit celui-ci qui annonce l'événement ou ceux ultérieurs qu'on pourrait encore refaire, parce que j'ai l'impression que je vais t'inviter à mon micro, t'es trop passionné, on a trop de choses à te raconter, il y a chaque fois dans mes podcasts un lien voicemail. Donc les gens peuvent cliquer sur un lien, ils peuvent prendre la parole devant leur micro, devant leur ordinateur, ils peuvent se réécouter autant de temps qu'ils veulent. Quand ils sont contents, ils mettent leur email, il faut envoyer, moi je reçois. S'ils nous disent qu'on peut le partager en public, on le met en commentaire de la publication du podcast. S'ils ne disent rien, je t'envoie en privé leur questionnement vocal et tu pourras répondre de la même manière ou par écrit puisque tu auras l'email de la personne. Je me réjouis. Merci pour ton temps, ta passion de t'être déplacé chez Transforma pour nous rencontrer et on se retrouve le 5 décembre avec beaucoup de joie et beaucoup de passion. Au 5 décembre. Au 5 décembre. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.